Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue pour ce lundi, lundi de normal, avec Philippe David. Il est normal ce lundi? Bon, il est normal, oui, c'est un lundi 5 mai. Alors, jour historique, évidemment. Vous m'avez mis un truc à l'oreille, là. Ah oui. C'est l'anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, 5 mai 1821. Voilà. Non, mais c'est quelque chose, désolé, moi j'y pense chaque année. Vous allez bien, Cécile? Il faut toujours sortir avec un Philippe David. Toujours, toujours. Vous n'êtes jamais dépourvu. C'est-à-dire que vous balancez une date, il a toujours un truc à dire sur la date. Ça, c'est intéressant. En tout cas, on est ravis. D'aller sur Google. Non, on n'est pas besoin. C'est Google. Il est mort de quoi d'ailleurs? Carcinome de l'estomac. On pense que c'est un cancer de l'estomac, bien sûr. Absolument. Ouais. Voilà, Tout seul dans son île de Sainte-Hélène. Arsenic. En Oui, plus, arsenic, outre le les fait murs. d'être gynécologue amateur, il est médecin aussi, Philippe David. Gynécologue pour l'estomac, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème? Cet homme C'est est... proche en fait. Parce qu'en Enfin, fait, tout est pas tant proche. que ça, excusez-moi, En réalité, non, mais tout est proche dans le ventre. Bah oui, c'est pas, tout est proche, exactement. Parfois ça se complique parce que ça se mélange un peu. Enfin, bref, soyez... Mon docteur de Ménibus, genre, tu sais, genre, on va aller se faire soigner chez elle. J'ai mal à l'estomac. C'est pas grave. Voilà. C'est les ovaires. Faut tout enlever. Ça va être facile. Après, ce sera un peu compliqué, mais bon, on vous expliquera. En tout cas, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone et Aude qui est avec nous au 0826 300 300. Et aujourd'hui, ça n'est pas Max, c'est Quentin qui est avec nous, qu'on embrasse, bien entendu. Notre réalisateur du jour. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Bruno Retailleau serre la vis sur la nationalité française. Dans une circulaire adressée au préfet, le ministre de l'Intérieur exige un relèvement net des critères d'accès, niveau de français renforcé, ressources financières vérifiées et adhésion sans ambiguïté aux valeurs de la République. Alors parlons vrai, est-ce que les mesures de Retailleau ne sont pas de simples mesures de bon sens? Et à la question, Retailleau a-t-il raison de durcir les conditions de naturalisation? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et puis pour le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, vous l'avez entendu, agressé pour avoir voulu faire cesser un rodéo à Goriaguet en Gironde. Un élu municipal a été violemment tabassé samedi après avoir tenté d'interrompre un rodéo urbain. Il s'est interposé, ses agresseurs l'ont roué de coups. 10 jours d'ITT, passage aux urgences. L'affaire provoque bien entendu l'indignation locale. Alors parlons vrai, faut-il, comme dans certains pays, autoriser les forces de l'ordre à aller au contact? Et à la question, faut-il donner plus de pouvoir à la police contre les auteurs de rodéos urbains? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et c'est Éric Henry qui sera avec nous, notre invité, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec un Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Bonsoir Philippe. Bonsoir, Bonsoir, je suis désolé de vous imposer un visage encore plus dégradé qu'à l'ordinaire avec cette petite chose, mais vous êtes adorable de m'accueillir tout de même. Bah, vous avez fait la chirurgie esthétique, vous avez le droit. Un apitoiement systématique et qu'on me donne raison, ça risquerait d'entraîner une faiblesse psychologique chez moi. Si jamais toutefois vous avez fait la chirurgie et que c'était pour le nez, eh ben il s'est trompé, parce que il vous a raté Voilà. en fait. Non, il a voulu arrêter le rodéo, c'est lui. Voilà. Ça va, ça s'est bien passé, votre week-end à Bordeaux. J'aurais bien aimé l'arrêter, j'aurais aimé avoir ce courage. Mais ça vous c'est donne vrai. un petit genre parrain mafieux sur, voilà, avec plein de sagesse. Je le cultive trop en ce moment, les lunettoirs, maintenant ça. Ouais. Là, j'ai plutôt l'air d'une victime qui ne s'est pas défendue. Non, bah, on aime bien. Par sa femme, Philippe Bilger. Voilà. Pascal, on t'embrasse. C'est sûr que les soirées SM... Françoise Degois est avec salut. nous. Bonsoir Les Françoise. Et Mona Jaffarian, cofondatrice de Salut, Mona. l'association Femmes Azadi, qui est avec nous avec ce livre, Mon combat, le deuxième. Le deuxième. Oui. Ouais, c'est ça. Ça va Mona? Ça va, merci. Bienvenue dans les vraies Vous êtes voix. en forme, ça fait Vous plaisir. êtes toujours déjà venu. Oui, c'était super. C'était super. Vous J'avais une connaissez sorte d'Alzheimer médiatique. Je me suis dit, je la connais, elle est belle. On n'a pas le droit de le dire, Si, mais bien sûr, on a le droit. Ah bon, on a le droit. droit. Enfin, faut pas Merci exagérer quand même. beaucoup. Oui, bien sûr, Oui, on a quand même. On Non, dit ça ne faites pas votre petite chose. On n'a pas le droit de dire que On quelqu'un n'a est pas le bon. droit de le dire, mais j'ajoute, j'ai constaté qu'elle était intelligente. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment le machisme absolu. C'est-à-dire qu'une femme belle, forcément, est un peu bête. Vous voyez Mais ce pas que je du veux tout, dire? il a Donc pas dit là, ça. non, mais justement, il le fait à l'envers. Vous avez compris la rouerie? Vous avez vu ce que cette Mais non, réflexion mais vous n'allez indique? pas dire elle est moche et en plus elle est intelligente. Non, mais vous vous rendez compte, elle est
est belle et en plus elle est intelligente, ce que ça induit dans la Mais tête on de doit Philippe. le dire aujourd'hui, ma chère Mais ça c'est prouve que Philippe a un regard perçant. Mais on peut être. Non, mais attendez. On peut être jolie et être pas finaude. Oui, Donc, d'accord, on peut voilà. être tout, on peut être, Voilà, c'est ça. on peut tout être en Et fait. deux qualités, c'est ça qu'il a voulu dire. Et on peut être chauve, dodu et très intelligent. Ça sent sympa. Et déjà. puis faire des astuces qu'on n'a jamais entendues. Oui, ça sent, de toute façon, vous savez, ça sent la manigance du qui c'est qui l'a dit, là déjà d'office, ça commence, il est à peine 17h, ça commence, elle le soutient corps et âme. bec et Françoise, vous ongle. avez bu, ça se voit maintenant. Ça commence à se voir. Jamais. Quoi qu'il en soit, le 0826 300 300 avec nous, Thomas qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Cécile, bonsoir les rois. Thomas, vous avez une prière, je ne suis pas sûr qu'elle soit exaucée. Arrêtons de taper sur les grévistes. Oui, c'est ça, ouais, pas sûr non plus. En fait, ouais, je voulais dire un petit message là à tout ce que j'entends sur les radios depuis ce matin. J'entends dire que c'est irresponsable de la part des grévistes de faire une grève le 8 mai ou pendant les ponts, qu'ils prennent les Français en otage. Mais du coup, j'ai une question moi en fait. Je voulais savoir quand est-ce qu'ils peuvent faire grève ces gens-là, parce que entre les vacances de la Toussaint, de Noël, de Pâques, les jours fériés, la fête des grands-mères, moi j'ai calculé, on a une tranche horaire entre le 15 janvier et le 15 février et entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc voilà, savoir quand est-ce qu'ils pouvaient faire grève et sinon, au lieu de pointer encore les Français, de les diviser les uns envers les autres, on pourrait peut-être regarder ce qui se passe sur le fond. S'il y a une grève, c'est qu'il y a peut-être un malaise. S'il y a une grève, c'est qu'il y a des revendications, quelque chose qui ne va pas dans leur travail. Donc on pourrait aussi écouter ces agents et puis ces agents de la SNCF et puis regarder ce qui se passe tout simplement au lieu de les critiquer. Vous n'avez pas l'impression qu'on écoute toujours les mêmes? C'est ça le problème, Thomas? Ouais, ils ont peut-être beaucoup de choses à dire. Non, ah bah oui, mais il y a plein de filières, il y a plein de métiers qui ont plein de choses à dire. J'ai pas écouté leurs revendications du jour. Je suis juste resté focalisé sur le fait que tout le monde critique, tout le monde critique les agents, tout le monde pointe du doigt ces agents qui font encore une fois une nouvelle grève, qui prennent les Français en otage. Mais bon, si encore une fois, je le dis, s'il y a quelque chose qui va pas, ils ont bien raison de manifester, en tout cas de s'exprimer. Peut-être que leur seul moyen d'expression, c'est la grève. Ils sont peut-être pas entendus par leur patron. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils auraient pu faire le mercredi plutôt que le jeudi, par exemple. Thomas aurait dû écouter, il l'a peut-être fait, les vraies voix de vendredi dernier. Vendredi prochain, c'est compliqué. À ma grande stupéfaction, 2 chroniqueurs sur 3 ont approuvé la grève de la SNCF. Et donc, ça veut dire que le point de vue... évidemment, moi, j'étais le seul à trouver que c'était abusif en ce moment, mais ça montre que le point de vue de Thomas commence à être partagé par un certain nombre de gens qui sont moins systématiquement anti-grève dans des périodes de vacances. Bien sûr que, et d'ailleurs, je crois que je vous avais cité, Françoise, en disant que vous auriez apporté une voix supplémentaire. Bien sûr, parce que Thomas a raison. La grève, c'est un rapport de force. Je rappelle quand même que contre les apparences, bien sûr, les syndicats font du rapport de force dans ce pays, mais signent aussi beaucoup d'accords d'entreprise, y compris la CGT. Dire que les syndicats ne sont que des frontaux, ça n'est pas vrai, et ils ont raison de faire la grève. Regardez les conditions de travail de la SNCF, regardez les conditions pour les voyageurs. Excusez-moi de vous le dire, mais il y a un truc qui ne va plus du tout, qui fonctionne plus. Mona. Je vous promets que c'est pas en raison de la blessure, mais moi je suis assez d'accord avec vous, c'est que ils ont quand même un levier de pression beaucoup plus puissant que les autres. Oui. Et j'ai un peu l'impression que du coup ils l'utilisent jamais dans le bien commun pour tous les salariés, pour toutes les personnes finalement précaires, et qu'il est toujours utilisé pour les avantages. Moi j'aimerais d'ailleurs qu'ils fassent la grève pour réduire le prix des billets de gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Bien ce serait sûr, bien. mais moi je pense qu'on va de toute façon on va y arriver. De toute manière on va arriver à ça. En tout cas, ça n'a jamais été revendiqué, François. Les grèves du 1er mai, les grèves de la SNCF. La SNCF s'est mise en grève pour les retraites et c'était le bien commun. C'était pas que leur retraite à eux, par exemple. Bah si. Ok, Thomas, on vous garde quand même. On est très content de vous avoir. Et il a dit d'une manière très modérée, impeccable. Thomas, on est ravis de vous accueillir. En tout cas, dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On va parler de manière étonnante encore de Bruno Retailleau. Mais c'est pas vrai. Mais non. Mais c'est dingue. Vous aussi, je le constate. Oh là 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 là, c'est fou. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est lundi, on vous souhaite la bienvenue, on espère que vous avez passé une très belle journée, on est ravis de la finir avec vous, avec autour de cette table Philippe Bilger qui était avec nous, avec Mona Jaffarian, avec ce livre que je vous incite à lire qui s'appelle Mon combat aux éditions Philippe. Stock. Et stock. Et j'espère que bientôt il n'y en aura plus dans le stock. Et que tout aura le jeu été de mots vendu. est très bon. Ah bah c'est oui, bien. écoutez, C'est logique, elle va faire un carton. Ah bah, Bien sûr. ah oui, c'est ça. Elle Et va vous pas aussi, des si ta- vous elle continuez, va parce pas que des vos tapis. affaires sont prêtes. Elle vend pas des tapis, elle. Non. Là, c'est. Elle vend de l'esprit, madame. Oui. Exactement, c'est beau. Et Françoise de Goua, je vous avais oublié, Françoise, Oh bah alors non, que c'est vous êtes, comment vous pouvez faire. vous êtes mon chouchou. Ouais, c'est Dans vrai, un je sais. instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Bonsoir, Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler de l'Europe qui doit devenir un refuge pour les chercheurs américains selon Emmanuel Macron. Il l'a dit en clôture du sommet Choose France. On va Choose Europe for Science, pardon. Oui. Choisissez l'Europe pour la science. Oui, Vraiment, c'est niveau Bilger, là. Franchement, mais c'est Choose Europe for Science. Bon, choisir l'Europe pour la science, quoi. En gros, c'est le nom du sommet qui était en clôture aujourd'hui. On va parler des excuses de Gérald Darmanin aussi pour le Liverpool Real de 2022. Excuses auprès des supporters anglais qu'il avait mis en cause à tort. Il le reconnaît aujourd'hui. dis donc, 3 ans. Et puis, oui, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et puis, du Concorde numéro 1, classé monument historique. Rachida Dati l'annonce, le premier exemplaire en 3 mots, refuge, excuse et concorde. On en parle dans un instant. Tout de suite, c'est Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et de manière fort surprenante, monsieur le procureur, votre réquisitoire va concerner Bruno Retailleau. Oui, mais en réalité, je ris moi-même de mon obsession sur Bruno Retailleau dans les vraies voix. Chacun ses obsessions, hein. Ce n'est pas ma faute si à chaque fois il me passionne dans le conflit qu'il a, notamment avec Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains. Et Laurent Wauquiez a une attitude que je trouve détestable, c'est-à-dire il feint de critiquer le gouvernement, mais pour en réalité pourfendre Bruno Retailleau qui a un sens des responsabilités qu'il n'a pas. Et Bruno Retailleau hier a répondu en disant « Je ne quitterai pas le gouvernement parce que j'ai encore des choses à faire » et tout ça me semble augurer d'une joute peut-être difficile le 16 mai, mais en tout cas, le duo dont rêvait Laurent Wauquiez, qui aurait consisté pour lui à avoir la part royale et à laisser la portion congrue à Bruno Retailleau, est en train de s'effondrer et j'en suis ravi. Mais malheureusement, après la victoire de Bruno Retailleau, s'il gagne, je crains que l'atmosphère mette du temps à se purifier chez les Républicains. Oui, je suis absolument d'accord. Après, sur le fait qu'il gagne, je trouve ça très compliqué. Je regarde fédération par fédération. Toutes les fédérations qui sont tenues par Laurent Wauquiez enregistrent un nombre incroyable de nouvelles cartes. Vous savez ce que je pense de, des scrutins internes, que ce soit à gauche ou à droite. On a tous payé pour savoir que quand vous tenez le parti et que vous tenez les fichiers, eh bien, c'est très compliqué quand vous êtes autre de l'extérieur de gagner. Donc, de toute façon, je suis d'accord avec vous, c'est corrosif. Et il y a quelque chose chez Laurent Wauquiez qui est vraiment, insupportable en fait depuis des années, et ça se retrouve d'ailleurs dans l'opinion. On sent que Laurent Wauquiez ne peut pas être autre chose qu'agressif en réalité, presque il y a une forme de caractère tordu chez lui qui fait que vraiment j'assume ce que je dis, il n'était pas comme ça Laurent Wauquiez, on l'a connu au début chiracien, fils spirituel de Jacques Barrot. Qu'est Laurent Wauquiez devenu? C'est ça en fait mon vrai questionnement. Mona Jaffarian. Ouais, moi je suis assez d'accord. Et puis il a toujours des petites phrases choc. En fait, on a l'impression qu'on est encore dans la réelle politique. Et on essaye de choquer l'opinion, on essaye d'avoir des grandes envolées pour exister. Et je pense qu'effectivement, c'est un signe de faiblesse de sa part par rapport à la place que prend aujourd'hui Bruno Retailleau et sa cote de popularité au sein du peuple français. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont refuge, excuse et concorde. L'Europe doit devenir un refuge, estime Emmanuel Macron au sommet Choose Europe for Science à Paris. Clin d'œil appuyé aux chercheurs américains en porte-à-faux avec l'administration Trump. Gérald Darmanin présente ses excuses aux supporters de Liverpool pour le fiasco du Stade de France en mai 2022, mais à culpa pour avoir mis en cause les Anglais par idée reçue, reconnaît-il aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais après tout. Et puis la ministre de la Culture, Rachida Dati, annonce le classement d'un petit nouveau monument historique. Un gros nouveau en l'occurrence. S'il volait, il était supersonique. Il avait le même nom qu'une place. Le suspense est insoutenable. On en reparle dans quelques minutes. Les vraies voix Sud Radio. Face à ce qu'ils appellent les dictates de Donald Trump envers la recherche scientifique, le président Macron et la présidente von der Leyen s'adressaient aux chercheurs américains aujourd'hui en clôture du sommet Choose Europe for Science à Paris. Plusieurs centaines de millions d'euros débloqués, une plateforme dédiée pour attirer des scientifiques sur le vieux continent, des scientifiques notamment américains. L'Europe doit devenir un refuge selon Emmanuel Macron. Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot diversité dans ce programme. Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, sur l'innovation et sur sa capacité d'ailleurs durant les 3 décennies passées à avoir innové davantage que les Européens et à avoir diffusé plus cette innovation, qu'ils allaient faire une telle erreur. L'Europe, oui, doit devenir un refuge. Emmanuel Macron à Paris en clôture de cet événement Choose Europe for Science organisé donc à son initiative. Je dois avoir un problème, j'approuve de plus en plus Emmanuel Macron, je sais pas ce qui se passe. Ouais, moi aussi, j'ai un problème parce qu'il a tout à fait raison. En même temps, il est assez opportuniste, il ne fait que reprendre quelque chose qui fonctionne au Parlement européen depuis l'élection de Donald Trump. Ce sont des campagnes qui traversent d'ailleurs tous les groupes politiques et il a raison, oui, parce que les pays se sortent des crises par l'innovation. Et par l'innovation, la recherche et le développement. Jafarian. Je suis d'accord aussi. Ça fait longtemps que je n'étais pas d'accord avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il arrive? Il est touché par la grâce, ce petit. Ouais. Et voilà, il vient d'avoir 3 bulletins. Si tout à coup il vient, il se représentait, mais un autre mandat pour peut-être, on ne sait jamais. Alors rien n'est terminé, jamais terminé. Allez, le deuxième mot, excuse, celle de Gérald Darmanin aux supporters de Liverpool. Oui, excuse pour cette finale très agitée au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Un match retardé, c'était en mai 2022. Des supporters pris à partie, pillés, médusés. Et un ministre de l'Intérieur à l'époque, Gérald Darmanin, qui avait mis en cause les supporters anglais. Aujourd'hui à la justice, il s'en excuse 3 ans après. Mieux vaut tard que jamais. C'est dans un entretien YouTube à Guillaume Play et son émission Legend. Là, on arrive et c'est la confusion. Les flics font ce qu'ils peuvent. Et on voit sur les images de vidéosurveillance une foule rouge, les supporters de Liverpool, agglutinés contre les grilles, et puis des CRS qui les retiennent, quoi. Et donc l'analyse que nous faisons, dans un premier temps, c'est ils foutent le bordel. Et puis surtout, ce que je ne sais pas ce soir-là, c'est que l'essentiel de la difficulté ne vient pas des supporters anglais qui viendraient à taper les flics par hooliganisme, mais des délinquants de Seine-Saint-Denis qui font des razzias, pillent des supporters. Et en fait, on s'est trompé de dispositif par idée reçue. Le coupable était facile, voilà, et moi je m'en excuse auprès des supporters de Liverpool. Voilà, Gérald Darmanin qui estime par ailleurs que le dispositif choisi n'était pas adapté puisqu'il aurait fallu, dit-il aujourd'hui, des policiers mobiles, par exemple de la BAC avec des baskets plutôt que des CRS très chargés dans des grosses bottes. Analyse aujourd'hui du garde des Sceaux et donc ex-ministre de l'Intérieur. Philippe Bilger, idée reçue sur les supporters anglais ou politiquement correcte pour pas désigner les vrais coupables? Franchement... Les vrais coupables, il l'a dit lui-même, c'était les voyous, mais il y a 3 ans, il disait le contraire. Mais je pense qu'à l'époque, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mon œil. Non, mais non, vous je suis pas d'accord. demandiez mon avis. Non, du coup, je trouvais ça un peu ridicule, mais j'entends l'extrait, c'est pas mal fait en fait, parce que c'est fait dans le flot d'une conversation. Je trouve, voilà, c'est de la vraie fausse honnêteté, je n'en sais rien. Là où je vous rejoins pas, c'est que ça a été les hooligans pendant 48 heures et après, l'ensemble des chaînes télé a embrayé sur le fait que c'était la Seine-Saint-Denis. Il y avait même les images partout. Pourquoi vous dites que ça a été 48 caché? 48 heures, ça a été très long. Non. Il y a vraiment. La réalité, si vous voulez, c'est que ça a été très vite. Les pillages par les racailles de la Seine-Saint-Denis, ça a été très vite comme information. Mona Jafarian.
Bah écoutez, c'est bien, il l'admet maintenant, mais effectivement, je suis assez d'accord. Je trouve que à peine 2 jours après, on a la vérité était déjà sortie. Donc après, c'est bien qu'il le fasse maintenant. Mais en tout cas, je pense que les gens ont bien compris ce qui se passait à l'époque. Troisième mot, Concorde. L'avion supersonique est désormais classé monument historique. Oui, l'exemplaire numéro 1 du mythique avion de ligne qui se trouve à Blagnac en Haute-Garonne. Celui qui dépassait le mur du son en faisant ce bruit d'explosion qu'on entendait parfois au sol, évidemment. J'annonce le classement au titre des monuments historiques de l'avion Concorde numéro 1 et de l'ensemble de ses équipements, écrit la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur les réseaux sociaux. Cet avion, dit-elle, a incarné la force industrielle, la capacité d'innovation de la France sur le plan aéronautique. Il a aussi été le symbole de notre capacité de coopération internationale. Cet avion, pionnier des vols supersoniques, est resté dans les mémoires, écrit Rachida Dati. L'exemplaire numéro 1 a fait Paris-New York de 1973 à 1982. C'est lui aussi qui avait été utilisé pour l'homologation de ce modèle franco-britannique. Qui avait déjà pris le Concorde ici? J'ai jamais volé en Concorde, jamais. Je le regrette profondément, en fait, parce que j'aurais aimé, surtout ce que les pilotes racontaient, il allait tellement vite que quand avant d'arriver à New York, vous aviez un mur qui se crée. Non, vous aviez un mur qui se créait dans le ciel, et c'était le mur noir. Il disait c'est la nuit, et c'est incroyable. Vous passiez du jour à la nuit en 2 secondes, exceptionnel. Et ben moi, je sais pas si vous saviez, mais il y avait un vol Paris-Téhéran de Concorde. Vous l'avez pris déjà? Je n'étais pas née. Et vous, Cécile, vous l'avez pris? Non, jamais. J'ai un vrai regret. Par contre, il faut monter dedans. On peut monter dedans au Bourget ou à Aéroscopia à Blagnac, où il y a le numéro 1. C'est hyper fin et c'est quelque chose. On voit la cockpit, c'est un moment d'éternité. Moi, la seule Concorde que je connais, c'est celle des Vrais-Voix. Voilà. Non, mais c'est bien dit. Qu'est-ce que c'est beau cet avion. C'est l'émission des jeux de mots. C'est fou. Non, mais ça, oui. Il y a un duel. C'est normal. On les teste, en fait, parce que c'est pour le week-end. Parce que comme on a des amis, si ça ne fonctionne pas sur vous, c'est qu'on ne les fera pas. Quand on parle de Concorde, heureusement que ça vole haut. Oui, c'est ça. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Vous restez avec nous dans un instant. Oui, au bout du rouleau. Dans un instant, on va revenir sur la nationalité française et Bruno Retailleau qui durcit donc les conditions d'accès, niveau de français, revenus, valeurs, les critères se resserrent. Alors parlons vrai. Est-ce que les mesures de Retailleau ne sont pas du simple bon sens? Et à cette question, Retailleau a-t-il raison de durcir les conditions de naturalisation? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous n'avons pas remercié Félix Mathieu. Merci beaucoup, Félix. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui, comme tous les jours, entre 17h et 19h. Vous avez la possibilité de vous inscrire, bien entendu, de vous abonner à la chaîne YouTube et de nous regarder sur Internet. Et c'est pour ça qu'on vous fait parfois des petits coucous, voilà, puisque c'est de la télé filmée. C'est ça qui est bien. Autour de cette table, Mona Jafarian est avec nous. Mon combat, la lutte des Iraniens, il m'a échappé des mains, pardon, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme et aussi celle de la France aux éditions Stock. Et bien, elle est autour de la table avec nous, Mona Jafarian, et puis avec nous Philippe Bilger et Françoise Degois. Et vous, au 0826 300 300, vous souhaitez la bienvenue avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. En attendant, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a détaillé sa circulaire envoyée hier sur des demandes de naturalisation. Nous allons donc créer à partir du 1er janvier un examen civique qui permettra de connaître auprès du demandeur sa connaissance de notre histoire, sa connaissance de la culture civique. Il demande au préfet de s'assurer de l'exemplarité du demandeur de la naturalisation avec une insertion professionnelle sur 5 ans et une maîtrise de la langue française. Il ne peut pas être plus facile d'obtenir une carte d'identité française qu'une carte de résident en France. Bruno Retailleau durcit les conditions d'obtention de la nationalité française. Dans une circulaire au préfet, le ministre de l'Intérieur leur demande de rehausser les exigences sur la maîtrise de la langue, l'adhésion aux valeurs de la République et les ressources financières. Alors parlons vrai, faudrait-il, tant qu'on y est, revoir le code de la nationalité? Et à cette question, Retailleau a-t-il raison de durcir les conditions de naturalisation? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels
au 0826 300 300. J'ai envie de demander à Philippe Bilger, mais je sais à peu près sa réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais ma chère Cécile, je vais évidemment dans l'ensemble, oui, répondre immédiatement à l'interrogation de Sud Radio. Ce sont des mesures de bon sens. Mais une fois que j'ai dit cela, on voit bien à quel point la politique de Bruno Retailleau aujourd'hui est limitée dans l'invention qu'elle devrait avoir et dans la profondeur qu'elle devrait élaborer. C'est une évidence. À l'heure actuelle, Bruno Retailleau est presque condamné à aménager des mesures, des dispositions qui ont déjà peu ou prou été prises. Il les durcit. Certes, il a raison, il les rend plus difficiles. Mais en même temps, je regrette, et ça n'est pas de sa faute, qu'il n'invente rien. Il ne met pas en œuvre un projet parfaitement autonome. D'abord parce qu'il est évidemment battu en brèche par parfois des initiatives présidentielles, par des juridictions. Je pense à cette excellente disposition qui prévoyait le fichage des étrangers en garde à vue, qui a été rejetée par la juridiction administrative. Donc il y a un certain nombre d'obstacles qui ne lui permettent aujourd'hui que de paraphraser en plus dur des dispositions existantes. D'abord, il n'a pas le pouvoir de décider tout seul dans son coin, donc en plus, il n'a pas une majorité. Et moi, je trouve ça très bien qu'il n'ait pas le pouvoir de décider dans son coin. Je pense que tous les gens qui parlent de ça ne connaissent pas le sujet. On n'imagine pas à quel point il est difficile d'obtenir sa nationalité française. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens, et pas parce qu'on est un Algérien, des Japonais. Je ne pense pas que ça soit trouble à l'ordre public. C'est 10 ans pour obtenir la nationalité française. Là, quand Bruno Retailleau fait son cinéma, parce que c'est du cinéma, on a l'impression que la nationalité française, vous arrivez sur un coin de table, au bout de 2 ans, vous l'avez. Ça n'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà été à une cérémonie de naturalisation française? Moi, j'y ai été rue des Ursins à plein de reprises. Et ben, c'est extraordinaire, parce que vous avez des Maliens, des Thaïlandais, etc. Tout le monde chante la Marseillaise. Le film qui est projeté est magnifique. La plupart des gens parlent quand même français. Donc, moi, ça me révolte que Bruno Retailleau, qui est quand même un personnage que, paradoxalement, alors je vous allais dire que je suis oxymorique, j'aime bien Bruno Retailleau. Je trouve qu'il y a un côté assez gentilhomme chez lui, assez... il y a quelque chose de républicain quand même. Que lui, sans faire pour des raisons purement électorales, et nous vendre l'idée qu'il est facile de devenir français, ça n'est pas vrai, ça n'est pas facile de devenir français. Il y a déjà des conditions drastiques pour devenir français. Donc ça n'a aucun sens, c'est de la démago pure, ça m'intéresse pas en fait. Monette Jaffarian, qui je crois a été naturalisée. Je suis naturalisée moi, donc je peux vous dire comment ça se passe. Je suis arrivée en France, j'avais 18 mois. Donc voilà. C'était classe biberon là. J'ai toujours étudié en France, et quand j'ai voulu devenir française, donc déjà obtenir une carte de séjour, même en étant arrivée bébé, c'est le parcours du combattant. Et une fois que vous vous demandez à être français, je peux vous dire que j'ai dû sortir mes certificats scolaires depuis la maternelle, que j'ai dû prouver que je parlais français, que j'ai subi un interrogatoire de plus de 2 heures sur est-ce que je me sens vraiment française, est-ce que je suis vraiment française, pourquoi est-ce que je suis là, etc. Ça a été très dur psychologiquement, ça a duré plus de 2 ans, et je venais de terminer mon école de commerce, donc j'étais diplômée Bac+5, et j'avais pas encore le travail, donc j'étais un entre-deux, et on me l'a refusé alors que j'étais là depuis mes 18 mois, et j'ai dû attendre d'avoir un CDI et de pouvoir prouver pour ensuite obtenir la nationalité française. Donc tout ce qu'il dit, c'est du bon sens. Je peux vous poser une question? Sous quel motif on vous l'a refusé? Parce que justement j'étais en entre-deux, donc j'avais beau expliquer que je venais de finir 5 ans d'études supérieures et que j'avais pas encore un travail, et que forcément il fallait me laisser le temps. Ils m'ont dit vous reviendrez quand vous aurez un travail. Bien sûr. Donc c'est très compliqué, et je peux vous dire que j'en ai pleuré, parce que quand on arrive à 18 mois, on se sent française. Et quand on parle d'assimilation, je crois qu'on peut pas faire plus assimilé que moi en France. Je confirme. Voilà, il y a beaucoup de gens dans le cas de Monin. Enfin, je veux dire, c'est même la quasi-majorité. C'est vraiment le parcours du combattant. Donc c'est du bon sens, sauf que c'est déjà appliqué. C'est déjà appliqué. Moi, ma mère, elle a voulu devenir française. Pendant 40 ans, elle était en France. Elle a produit de la richesse, et je peux vous jurer qu'elle payait vraiment beaucoup d'impôts en France.
Et elle a même été interrogée par les services de police françaises pour être sûre qu'elle était là, qu'elle avait rien à cacher, etc. Donc, vous voyez, c'est déjà compliqué. Et votre mère a pu se faire naturaliser aussi? C'est bon, c'est fait aussi. Non, mais c'est vraiment c'est intéressant parce que... Attendez, pas tous en même temps. Ce que vous dites, Mona, sur ce point-là, je peux le confirmer. Je connais un médecin iranien qui est dans des dispositions absolues d'intégration pour avoir et qui ne l'a pas encore. Donc voilà, et alors on parle des Iraniens, ça pourrait prêter parce qu'il y a un régime particulier, etc. Si on raisonne de façon tordue, moi je parle de pays ultra développés comme le Japon, 10 ans pour devenir... En plus de ça, vous avez la double peine quand vous êtes japonais parce que vous êtes obligé d'abandonner la nationalité japonaise pour devenir français. Des gens qui pendant 10 ans, 15 ans ont des restaurants, sont professeurs au Collège de France, moi j'en connais un, et qui payent des impôts en France, qui n'ont pas le droit de voter, 10 ans. Et vous allez faire avec vos bacs plus 5, plus 6, Mona doit le savoir, la queue rue Miolis à l'époque derrière l'UNESCO pour aller... moi j'ai fait j'ai donné moi en tant que journaliste des garanties et des certificats de bonne conduite à des gens. Donc qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'on rentre en France comme dans un moulin et surtout qu'on devient français en claquant des doigts. Ça n'est pas vrai. Par contre, la cérémonie rue des Ursins que j'ai faite plein de fois, en tout cas à la préfecture dans le 4e arrondissement, eh ben il y a quelque chose qui est très beau. Vous avez les gens qui chantent la Marseillaise. Le film qui est projeté est super beau. Il est très beau. Bienvenue dans la communauté nationale. Moi, ça me met la chair de poule parce que en réalité, nous, les Français qui accompagnons les gens qui deviennent français, on l'a jamais vu ça. Ben non, d'abord on l'a jamais vu et la plupart des gens qui deviennent français, ils sont peut-être plus cocardiers en fait que nous parce que ils connaissent par cœur pas simplement le premier couplet de la Marseillaise. C'est comme les gens qui se convertissent à une religion. Pas C'est-à-dire qu'ils simplement sont plus le premier religieux que couplet les de la autres. Marseillaise, mais le deuxième et le troisième. Et bien, liberté, liberté chérie. Il y a quasiment personne qui sait chanter ce couplet-là. Moi, c'est pour ça que ça m'horripile en réalité que Bruno Retailleau donne là-dedans. Voilà. Vous avez été naturalisé, vous avez trouvé que c'était trop difficile ou au contraire ça s'est passé très facilement pour vous? Venez témoigner au 0826 300 300. Les exemples de naturalisation, c'est pas... Non, allez-y. Après on va partir au 0826. Que vous donnez, évidemment, sont tout à fait convaincants. Mais je me demande si on ne fait pas référence aussi, Françoise, à cette multitude de gens qui deviennent français de manière purement administrative et qui, en réalité, n'ont pas du tout l'amour de la France au cœur. Oui, mais on ne va pas recommencer. Vous savez, c'est Jean-Marie Le Pen, le premier qui a sorti les Français de papier. Ça fait 40 ans. Je suis désespéré de voir que la droite républicaine ressort ce vocabulaire. Alors que, mais ça n'est pas vrai. Mais nous sommes un pays de 67 millions d'habitants. Sur 67 millions d'habitants, vous avez une minorité qui fait des racailles, qui joue à la racaille, qui se convertit. On peut pas, c'est impossible. Imaginez aujourd'hui un musulman qui est en phase de... Un musulman ou je dis musulman parce que c'est ça qui pose problème, que tout le monde est faux cul et personne ne le dit. Non, mais moi ça me pose pas de problème. Mais eux, en tout cas, c'est ça leur ligne. Et imaginez quand vous êtes un musulman, votre famille est là depuis 2 générations, toute la journée vous allumez la télé, la radio, toute la journée vous entendez ce genre de conneries. Mais vous seriez musulman, Philippe Bilger. Mais ce sont eux qui nous renvoient le problème. Eux, ils vous renvoient rien du tout. La plupart de mes amis et de nos amis musulmans sont des gens, ça pose 0 problème. Ils sont devenus français, ils chantent la Marseillaise, ils sont plus cocardiers que vous et moi, ils adorent boire du pif et ils sont plus musulmans. Comment Ils sont plus musulmans. Non, mais bien sûr, ils pratiquent pas. Excusez-moi, combien de musulmans pratiquent en France? Sur les 7 millions de musulmans, combien pratiquent? C'est comme sur les 10 millions, 30 millions de catholiques, combien vont à la messe? Vous comprenez? On peut classer. Moi, je suis classé catholique. Excusez-moi, je vais à la messe que pour les enterrements et pour les mariages. Donc, il faut pas. C'est pas parce que vous n'allez pas à la messe que vous êtes pratiquant. Non, mais justement, je ne suis pas pratiquante du catholicisme, pas du tout. Et pourtant, je suis classée, moi, dans les fichiers INSEE comme catholique. Je ne crois pas en Dieu, je suis baptisée, etc. Je ne suis ni pratiquant ni rien. Combien vous avez de musulmans comme ça? Combien vous avez de juifs comme ça, totalement laïcisés? Moi, la moitié de mes copains juifs mettent jamais un pied, même pour Kippour, à la synagogue. C'est tout à fait possible, François. Et donc, où est le sujet? Ça n'est pas contradictoire avec ce que totalement. Allez, s'il vous plaît. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir, Wojtek. Bonsoir. Alors, Wojtek, vous avez un prénom polonais, oui, et vous avez été naturalisé, c'est ça? Oui, absolument. Moi, j'ai quitté ma Pologne natale à l'époque communiste encore
J'ai obtenu la nationalité française dans les années 90. Et j'en suis très fier. Ah, oui. Très bien. Vous avez mis combien de temps à l'obtenir? Je ne me rappelle plus exactement, c'était de 2 ans, je crois. 2 ans. Et vous étiez arrivé en quelle année? Dans les années 80. D'accord. Et vous avez été naturalisé en quelle année? Parce que la Pologne n'était peut-être pas encore entrée en Europe. C'est quoi, c'est un interrogatoire? Parce que Françoise dit que c'était l'Europe, peut-être qu'elle n'était pas encore entrée en Europe. Non, mais c'est la zone. Même si c'est pas l'Europe. Laissez Wojtek. C'est la zone Europe. Je crois que je suis arrivé en France en 85. J'ai fait la demande au début des années 90. 2 ou 3 ans après, j'ai obtenu la nationalité. Et comme je disais, j'en suis très fier. Ça a été compliqué pour vous? Vous parliez français à l'époque? Très peu. Très peu. Je suis arrivé en France parce que j'avais une invitation pour faire une exposition de photos. Je suis photographe. Ça a peut-être facilité un tout petit peu les démarches. D'accord. Et à l'époque, j'ai déjà eu 2 enfants. D'accord. Oui, puis c'était dans les années 90, on le redit, c'était beaucoup plus facile. C'est les années 90, c'était plus simple parce que moi c'était dans les années 2000 et on a un test de français écrit et oral où il faut avoir la moyenne pour pouvoir être admissible et que le dossier soit accepté. Donc ça c'est déjà depuis très longtemps. Une question, qu'est-ce que vous aimez maintenant que vous êtes français de cette France, Wojtek? Écoutez, j'ai toujours été fasciné par la richesse de la culture française. Sa langue, sa littérature, son art, ainsi que par les valeurs fondamentales. Voilà, en demandant la nationalité, je voulais non seulement m'intéresser pleinement à la société française, mais aussi, c'est ce qui était important pour moi, participer activement à sa vie citoyenne. Et contribuer à ma manière, bien évidemment, à son avenir. C'est beau. Quel bel exemple, on adore. Quel bel exemple. Vous naturalisez. Thomas, dernière question très rapide. Être le compatriote de Françoise Degois, vous êtes très enthousiaste, ça vous pose pas de problème aujourd'hui? Il est méchant, Je peux vous dire aussi que je suis très content que ce débat ait lieu actuellement. Merci beaucoup. Et pourquoi vous dites ça? Je trouve qu'il est important de revaloriser la nationalité. Ça ne devrait pas être simplement un statut administratif, mais pour moi, un engagement réel. Voilà. Mais ça n'est pas. Non, Françoise, merci beaucoup, Wojtek. Mais ça ne l'est pas. Françoise, merci beaucoup, Wojtek. Il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Thomas, notre vraie voix du jour, et après un autre appel. Oui, les vraies voix, bonsoir. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec votre ami Wojtek. Pour moi, les mesures de Bruno Retailleau, du moins ce qu'il annonce, c'est ni plus ni moins que du bon sens. Si on veut être français, si on veut acquérir la nationalité française, je pense qu'il faut, comme Wojtek, parler correctement le français. Quand on est français, on a des droits et des devoirs. On a le devoir de respecter la loi. Donc si on veut acquérir la nationalité française et qu'on ne respecte pas la loi, pour moi c'est niet, on ne doit pas devenir français. Voilà. Et puis après, si on regarde un peu aussi aux alentours, vous avez essayé de devenir suisse. Vous savez comme c'est compliqué de devenir suisse. Il faut maîtriser la langue, écrit, parler. Il faut mettre en place. Après, c'est facile de parler les Suisses, c'est pas ralentir trop vite. Et puis surtout, il y a aussi un conseil communal avec des questions propres à la commune, propres au canton. Bien sûr. Et du coup, ce conseil se prononce ou non sur l'obtention de la nationalité. Donc, je pense que redonner un petit peu de valeur à l'obtention de la nationalité, comme disait Wojtek, ça fait sens. Mais vous avez raison, Thomas. C'est pas le conseil communal, pardon de vous le dire, mais c'est le ministère de l'Intérieur. Non, mais sérieusement. Mais là, il parle de la Suisse. J'ai entendu, oui, mais je vous faites. Non, mais comment est-ce que vous pouvez. J'ai entendu, mais comment vous pouvez imaginer que, honnêtement, c'est une méconnaissance de la réalité de la naturalisation. Non, mais en fait, si vous voulez, je faisais un parallèle avec ce qui se passe en France et ce qui se passe en Suisse, en disant que l'obtention de la nationalité suisse helvète pouvait être beaucoup plus dure que ce qu'on peut la faire en France. C'est très dur en France, je vous assure. Bougez pas, Thomas. Yacine est avec nous. Bonsoir, Yacine. Bonsoir, Yacine. Il nous appelle de Franconville. Dans le Val d'Oise. Exactement. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien, bienvenue. Très bien, parfait. Alors, merci. En fait, je vais raconter mon histoire. J'ai acquis la nationalité française l'année dernière.
Tout s'était bien passé, il n'y avait pas de problème particulier. Avec Bruno Retailleau, je suis d'accord sur le principe, mais pas sur la méthode. Sur le principe que la nationalité, c'est pas un droit. On est honoré d'être français. Mais sur la méthode, là, ce que je reproche à Bruno Retailleau, c'est le fait qu'il ne catégorise pas en fait les gens. En fait, on applique la même loi sur tout le monde sans prendre en considération la valeur ajoutée de la personne à la nation française. Voilà. Philippe Bilger veut réagir, Yacine. Mais est-ce que d'une certaine manière, ça n'est pas ce qu'on fait tout de même, Yacine? Si vous le permettez, on accepte de naturaliser après un processus dont je constate qu'il n'est pas superficiel, des personnalités dont on considère qu'elles vont honorer la nation française. Qu'est-ce que... Et vous semblez discuter ce point-là? Ah oui, moi je le discute aussi. En fait, mon point de vue est très simple. Si on veut être français, il faut qu'on apporte de la valeur ajoutée. Si on est patriote, si on veut être français, il faut qu'on ajoute quelque chose à la nation. Pour accéder à ce point-là, il faut le mériter. Il faut avoir des diplômes, il faut avoir de l'insertion professionnelle, il faut avoir quelque chose à apporter à la nation. Donc sur le principe, je suis entièrement d'accord avec lui, mais sur la méthode, non. Moi, je trouve ça dangereux de dire la valeur ajoutée. Hein. Pardon, Yacine, hein, je m'inscris en faux là-dessus. Tout être humain a une valeur. En réalité, quand vous arrivez, que vous êtes... c'est pas possible. Tout le monde n'a pas une valeur ajoutée similaire. Mais non. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Mais bien sûr. Mais excusez-moi. Si tout le monde a une valeur ajoutée, bien sûr que si. Excusez-moi, quelqu'un qui rentre ici est terroriste, il n'a pas de valeur ajoutée, excusez-moi. Écoutez, Philippe, arrêtez de partir, de faire des raisonnements par l'absurde, évidemment. Qui devient braqueur, c'est pas une valeur ajoutée. Mais évidemment, quand on parle pas de ça, on parle des gens qui arrivent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour être nationalisé, pour être naturalisé. Vous avez de la valeur ajoutée. Vous créez de la richesse dans ce pays aussi. Si vous êtes un menuisier, si vous êtes un ébéniste, vous n'êtes pas obligé de naturaliser que des médecins. Donc ça voudrait dire quoi? Parce que si on part sur la valeur ajoutée, ça voudrait dire qu'il y a une catégorie d'élite et tout le reste qui vaut rien. Mais moi, un boulanger marocain qui me sert son pain, il a autant de valeur pour moi qu'un écrivain marocain. Oui, mais quelqu'un qui vient, qui ne travaille pas et qui touche des aides sociales, est-ce que lui, il a une valeur ajoutée? C'est ce que dit Yacine. Mais il n'aura pas la nationalité. Il ne l'aura pas la nationalité. La réalité, c'est qu'elle est... Ça ne veut rien dire, sauf s'il se marie et qu'il l'a par mariage, etc. Ça, c'est aussi le cas. Faut le dire. Ce que dit Yacine. Ça arrive très peu de souvent. Je vous assure que vous ne mesurez pas qu'est-ce que c'est l'obtention de la nationalité française aujourd'hui. Vous ne le mesurez pas, sinon vous ne poseriez pas des questions comme ça. Non, mais ce qu'a dit Yacine, j'avais l'impression que tout le monde n'apporte, en effet, comme le dit Philippe, n'apporte pas une valeur ajoutée sur le plan professionnel. Je ne suis pas d'accord. Déjà, il apporte des impôts qui payent, il apporte du transfert de l'argent qui fait. Vous savez combien l'État français touche sur le transfert d'argent qui est fait par l'ensemble des populations. L'hypocrisie générale des États, idem en Italie, tous les gens qui travaillent ici, qui sont pas naturels. Le principe, c'est pas de rapporter de l'argent. Le principe, c'est d'apporter quelque chose à la communauté. Pas de l'argent. Une valeur ajoutée, c'est pas financier. Mais c'est ce que je dis aussi. J'ai dit exactement la même chose. Vous apportez parlez d'argent là. Non. Cécile, soyez pas de mauvaise foi. Il y a 3 minutes, j'ai dit autre chose. J'ai dit vous apportez votre savoir-faire, vous apportez tout votre être, ce que vous êtes. Et c'est merveilleux. Vous voulez rajouter. C'est Aimé Césaire qui disait ça, qui disait la réalité de la vie et de la République, c'est je m'additionne. Voilà, on s'additionne avec les gens. Mais pas avec n'importe qui. Mais pas avec n'importe qui. On n'est pas obligé d'être caricatural. On n'est pas obligé de parler de. Mais vous me dites avec un terroriste. Mais excusez-moi, mais moi c'est ça où je suis pas du tout caricatural. Parce que pour moi, non mais vous permettez que je termine ce coup-là, c'est que moi je pense pas que l'immigration c'est sublime ou je pense pas que l'immigration c'est désastreux. Mais vous permettez que je termine. Je pense qu'il y a de bons immigrés qui peuvent devenir de parfaits Français et je pense qu'il y en a qui sont pas bons. Voilà, c'est tout. Et c'est mon droit de le penser. Je pense que Mohamed Merah n'a pas été quelqu'un qui est rentré en France et qui a fait que du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mohamed Merah, c'est pas le sujet. Mais non, et vous dites que vous, si on est contre, c'est qu'on est un ringard ou un raciste. Pas du tout. Moi, je n'ai pas une vision extrême. Excusez-moi, Philippe, je n'ai absolument pas dit ça. On va jusqu'au bout de l'explication. Je parlais d'Yacine qui disait quelle est la valeur ajoutée. Vous pouvez avoir une
Par exemple, Mera, il n'a pas eu de valeur ajoutée pour la France. Ok, mais parce qu'il a mal tourné. Mais Mera, il est né en France, en fait. Non, il était né en Algérie, moi, il est né en Algérie et il a immigré avec des parents. Quel est le problème? Il n'a pas eu de valeur ajoutée. Écoute, mais vous êtes obligé de hurler ou pas? Après. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu commences, quels sont tes critères pour dire que tu as une valeur ajoutée? C'est quoi tes critères? Si je peux me permettre, je vais faire redescendre le. Non, mais c'est la intéressant. réalité, la réalité, c'est que pendant le processus de naturalisation, les services français mènent des enquêtes sur les personnes qui demandent la nationalité, et dans les réponses qu'on doit donner au moment des 2 heures, 3 heures d'entretien, je pense que l'agent qui est en face de nous doit aussi déterminer si on est vraiment en harmonie avec les valeurs françaises, etc. Après, forcément, il peut y avoir des ratés, mais je pense que sur des cas comme ceux que vous mentionnez, il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes pour permettre justement de limiter le nombre de naturalisations sur ce type d'individus. En tout cas, on verra si on naturalise Françoise Wauquiez, c'est qui l'a dit, ou pas. On va lui faire un entretien de 3 heures avant de répondre. C'est ça. En tout cas, merci Yacine, merci Wojtek, bien entendu. On garde Thomas, le qui c'est qui l'a dit dans un instant. Pardon, on est un petit peu en retard. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on vous accueille tous les jours de 17h à 19h. La maison vous accueille, bien entendu, avec joie et bonne humeur. Et autour de cette table, bien entendu, Philippe Bilger, Françoise Degois et quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, vous le savez, Mona Jaffarian est avec nous. Ce livre, le second, je vais dire le deuxième parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme et aussi celle de la France aux éditions Stock. Et elle est avec nous aujourd'hui et dans quelques instants, elle nous racontera bien entendu ce livre aux alentours de 18h10. En attendant, qui c'est qui va gagner? On ne sait pas. En tout cas, c'est à Thomas de lancer le jungle, comme on dit, le jingle. Thomas? Les amis, que vous soyez français ou en instance de naturalisation, bienvenue au qui c'est qui l'a dit. Il est très doué. La culture du rebond, j'adore ça. Écoutez-moi bien, Thomas, c'est peut-être pour vous. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur un référendum sur le budget. L'idée de consulter les Français de manière générale sur nos finances est légitime. Ils doivent avoir leur mot à dire sur la question. Bayrou? Non. Tout d'abord l'auditeur. Bonne réponse. Marc Ferracci, ministre de la Sud Radio. Exactement. Et ben voilà. 3 points pour Thomas. Donc Mona, on attend l'auditeur. Thomas ait répondu. Deuxième question, Thomas. Alors, c'est pas du tout un homme politique, c'est un chanteur très célèbre et très populaire. Et j'ai trouvé cette phrase très belle. Qui c'est qui l'a dit? Je ne m'autorise pas à être malheureux. Il a plus de 92 ans. Ouais. Il a eu fêté ses 92 ans de mémoire. Il chante. Ah, je sais qui c'est. Je l'ai pas. Hugo Frey. Bonne réponse. J'ai attendu. Non, mais moi aussi j'ai attendu. Mais non, moi je respecte la règle. Mais j'ai attendu. Mais moi aussi j'ai attendu. C'est n'importe quoi, c'est moi en premier, c'est tout. Le seul qui respecte les règles est pénalisé. Quelle mauvaise foi, les gars. Hugo Frey, mais Hugo Frey, il a pas froid. Il est au frais. Il a pas chaud. On garde la question au chaud. Alors donc 3 points pour Françoise. Non, elle a été un peu plus rapide. Arrête d'être un tricheur. Regardez. Mais t'es un tricheur de lancer une procédure en déchéance de la semaine. S'il vous plaît, il reste 1 minute 10. Voilà. Et pourtant, qui c'est qui l'a dit? La baisse des dépenses, c'est maintenant. L'État doit balayer devant sa porte et donner les exemples. Je sais plus, je rigole avec votre vanne pourrie là sur il a froid. Bon, je recommence. La baisse des dépenses, c'est maintenant. L'État doit balayer devant sa porte et donner l'exemple. C'est d'abord dans l'État qu'il faut remettre des choses en ordre. C'est une bonne vanne. Thomas. Coquerel? Non. Tanguy. Non. C'est Jean-Philippe Non, Tanguy. c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Rousseau. Non. Non. Une présidente de région. Non. De région. Non. Mona. Pécresse. Valérie Pécresse. Tu l'avais dit, bien sûr, mais qui c'est qui, s'il vous plaît, qui c'est qui l'a dit, Thomas? Xavier Bertrand est une toupie. Oh, c'est chouette. Rotaillot? Non. Non. Estrosi? Non.
Non, David Ghislain. Non. Ah, c'est pas le même bord. Mathilde Panot. Il fait toujours des grandes tirades à l'Assemblée nationale. Ah, mais Mahuret. Non, il aime beaucoup la verdure. Il est toujours chez La ses verdure. parents. Bonne réponse. Je suis d'une lenteur. Ouais. Il aime beaucoup la verdure. Allez. On en fait une dernière, parce qu'on n'a pas le temps, mais on en fait une dernière. Bon, ça. Qui c'est qui l'a dit? Nous sommes dans la construction d'une nouvelle géographie de la gauche. Thomas. Le COP. Non. Non, Boris Vallaud. Bonne réponse de Françoise Deloire. Voilà, Alors c'est fini. Écoutez, vous avez gagné. Ça vous écorche bien, mais j'ai gagné. Mais si Philippe Bilger avait été un poil plus rapide... Les deux, je les avais, mais vous m'avez truandé. Mais non, je vous ai pas truandé, mais... De toute façon, je gagnais quand même, parce que j'ai... Ah non, toi, tu l'avais pas tant dit. J'avais les deux dernières Mais et j'avais la n'importe quoi, mais première. bien sûr, et si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Non, François, ça serait un minibus. Ah oui, à chaque fois, vous me corrigez. Thomas de Toulouse, on vous aime beaucoup. On est ravis de vous avoir eu. Vous revenez quand vous voulez. Vous avez votre carte des vraies voix. Vous en faites partie maintenant de cette grande famille. Félicitations. Et quand on rime avec minibus à Toulouse, c'est Airbus. Attends, mais en vrai, c'est Thomas de Toulouse. Mais allez, vous êtes Thomas Ramos, dites-le. Dites-le vraiment que c'est vous. J'adorerais. Ah oui, moi aussi. Je l'aime d'amour, Thomas Ramos. Il a manqué hier, mais d'amour ou pas, en tout cas, il n'était pas là. Ouais, et Thomas de Toulouse aussi, on l'aime d'amour. On vous embrasse très fort, Thomas. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal et bien entendu la météo de Rémi André et la grogne de Philippe David. Certains n'ont aucune honte et encore moins d'honneur. Et ben voilà, c'est fait. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on est ravis de vous accueillir pour cette deuxième heure jusqu'à 19h avec pas mal d'auteurs autour de cette table. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Françoise Degois qui est en écriture. Et Mona Jaffarian qui est avec nous, cofondatrice de l'association Femmes Azadi. Mais surtout, ce deuxième livre, Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme et aussi celle de la France aux éditions Stock. On va en parler dans quelques minutes. En attendant, il râle, il trépigne. Il n'est pas content, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Dunkerque, sous-préfecture du département du Nord. Pourquoi Dunkerque? Parce que c'est là que s'est tenue une manifestation le 1er mai dernier, manifestation dont la présence de certains des participants représentait pour moi une véritable provocation. En effet, dans cette manifestation, aux côtés de certains salariés d'ArcelorMittal, groupe sidérurgique qui va supprimer 600 emplois en France, se trouvaient en tête de cortège Olivier Faure, Marine Tondelier et François Ruffin. Et je dois dire que ces présences ne manquent pas de sel quand on connaît la responsabilité des politiques menées par les partis que représentent ces politiques dans les licenciements chez Mittal comme dans toute la filière automobile. En effet, le premier client de la sidérurgie est l'industrie automobile et ces partis ont tout fait pour que les Français ne roulent plus en voiture. Allons-y avec les vides dans lesquels on a pourri la vie des automobilistes qui se sont dit « je ne roule plus, je vends ma voiture ». Et comme si ça ne suffisait pas, tiens, la mairie de Paris, dirigée par le PS et les Verts, a organisé un référendum pour surtaxer le stationnement au poids pour ceux qui ont des SUV. C'est-à-dire qui frappent aussi les voitures électriques, alors qu'au départ, le but était de faire seulement payer les voitures polluantes. Continuons avec le malus écologique qui peut désormais atteindre 70 000 €, vous avez bien entendu. Et pas seulement pour des Ferrari ou des Lamborghini. J'étais dans une concession automobile vendredi dernier et je suis tombé de l'armoire en voyant un SUV avec moteur V6, c'est-à-dire un gros moteur mais pas gigantesque, frappé d'un malus de 60 000 €. Il faut dire que comme le malus au CO2 était insuffisant, on a ajouté le malus au poids. Ainsi donc, les consommateurs n'ont plus le choix et doivent, s'ils veulent se payer une voiture neuve, payer des taxes énormes pour un véhicule thermique ou un prix énorme pour un véhicule électrique. C'est pourquoi aujourd'hui, on est revenu 50 ans en arrière pour la production de voitures dans notre pays, puisqu'on est au niveau de la fin des années 60 en 2024. Alors ces élus sont des grands comiques, puisqu'ils ne veulent pas qu'on achète de voitures, mais que les usines ne ferment pas. Envisagent-ils de demander à Mittal de produire un acier qu'il ne vendra pas? Mais qu'ils ne s'inquiètent pas, leur politique anti-voiture va continuer à porter ses fruits, puisque d'autres usines ne vont pas tarder à fermer, que ce soit chez les constructeurs, les fournisseurs ou les sous-traitants. Comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes.
C'est-à-dire, si j'ai bien compris, mon cher Philippe, vous imputez à Marine Tondelier et à Olivier Faure, c'est ça. À tous les partis qui ont dissuadé les Français d'acheter des voitures. Maintenant, les usines ferment qui se plaignent pas, c'est ce qu'ils ont voulu. Moi, je trouve votre édito vraiment de mauvaise foi en réalité. Non, il est réel. Non, je vais finir. Je vais vous expliquer pourquoi. ArcelorMittal n'a pas un problème à cause des voitures. ArcelorMittal fait des bénéfices énormes. ArcelorMittal, depuis plusieurs années maintenant, n'investit plus en France, non pas parce que les Français n'achètent plus de bagnoles, ce qui n'est pas vrai. Ils investissent plus en France tout simplement parce qu'ils veulent tout relocaliser, notamment en Inde. Donc votre édito, il ne tient pas debout. Alors, je vais finir. La production française de voitures est au niveau de la fin des années 60. On s'en fiche en fait. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont vous parlez. ArcelorMittal, excusez-moi, Philippe, est-ce que vous pourriez écouter les faits? ArcelorMittal aujourd'hui est menacé à Nagak, pas à cause du manque de production de bagnoles. Il est menacé uniquement parce que le groupe Mittal veut relocaliser en Inde. Qu'est-ce que vous racontez? En réalité, ils font des bénéfices. Est-ce que vous comprenez? Ça veut rien dire faire des bénéfices. Est-ce que je voudrais finir? Vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir. Vous expliquez. Moi, j'aurais été bien plus méchante que ça sur la gauche qui va ArcelorMittal. J'aurais été bien plus méchante. La vraie attaque, c'était pas celle-là. C'était de dire, on a François Hollande pendant sa campagne de la présidentielle qui est sur un camion à Florange en jurant que Florange ne fermera jamais, et Florange ferme. Là, vous auriez eu. Mais parce que c'était. Mais c'était un niveau de démagogie qui dépassait tout. Vous auriez eu une vraie méchanceté qui tient debout. Là, ça ne tient pas debout, ce que vous racontez. Alors, vous permettez que je vous réponde. ArcelorMittal n'a pas de difficulté à cause de la baisse des bagnoles. Alors, excusez-moi. Alors, comment expliquez-vous? On a le plus bas niveau de production automobile en France en 2024 depuis la fin des années 60. Ça veut quand même dire quelque chose. Non, parce que l'usine ArcelorMittal de Dunkerque ne fournit pas que les bagnoles, fournit l'aluminium de vos téléphones, fournit l'aluminium de vos micros, fournit l'aluminium de vos casques. Donc vous mélangez. Je sais que vous avez. Mais qui sont plus fabriqués en France. Mais non, les casques, les micros, c'est pas fabriqué en France depuis des décennies. Mais parce que l'automobile est le premier consommateur. Ça n'est pas le cas de ArcelorMittal à Dunkerque. ArcelorMittal à Dunkerque ne ferme pas. Il y a 6 sites qui suppriment des emplois. Vous parlez de Dunkerque, vous parlez de la responsabilité. Ils sont allés manifester à Dunkerque, ils ne pouvaient pas être en même temps dans les autres sites. Parce qu'il y a 619 salariés, que c'est le plus important. Connaissez le dossier, travaillez-le. Travaillez ce dossier. Mais écoutez, taper sur la bagnole, ça fait qu'on en produit moins, que les gens n'en achètent plus. C'est tout. La relation de cause à effet n'est pas celle-là pour ce dont vous parlez. Attendez, est-ce que vous dites ArcelorMittal gagne de l'argent? Ça ne tient pas la route. Mais c'est la réalité, mais c'est la vérité. Je peux vous prendre un exemple. Mais on s'en fout, c'est la vérité. Je vais vous prendre un exemple. Quand en 2002 de mémoire, ou 2001, Michelin a fermé l'usine Volbert à Soissons qui faisait des pneus de vélo. Tout le monde a dit c'est un scandale, Michelin gagne de l'argent. Vous savez pourquoi il fermait Michelin? Parce que, je peux terminer, mais c'est la même chose. Mais non. C'est pas... vous ne connaissez pas ce qui s'est passé? Parce qu'à ce moment-là, les pneus chinois sont rentrés sans droit de douane en Europe, et que donc il n'y avait plus aucun marché pour les pneus fabriqués en France. Point barre. Là, c'est la même chose. Vous pouvez m'expliquer par A plus B, votre édito ne tient pas debout. Il ne tient pas debout car les problèmes, et c'est vous qui êtes de mauvaise foi. Les problèmes d'ArcelorMittal de Dunkerque n'ont rien à voir avec la baisse de production des bagnoles. Allez, merci beaucoup. Et en plus de mémoire, Arcelor n'est pas un gros producteur d'aluminium. Mais aluminium métal, ce n'est pas le sujet. L'acier et l'aluminium, c'est pas le même métal. Écoutez, Philippe, arrêtez de... François, s'il vous plaît. Allez, Mona. Eh ben, moi, je vais prendre un entre-deux. En fait, la réalité, c'est qu'on va aller de toute façon vers moins de voitures achetées, puisque le but de tout le monde, je pense, et vous n'allez pas être content, mais c'est que l'écologie est importante et qu'il va falloir qu'il y ait moins de voitures en circulation. Maintenant, je trouve qu'au lieu d'injecter des centaines de millions d'euros dans des entreprises, alors qu'on sait qu'elles sont vouées parce qu'elles vont délocaliser pour faire plus de bénéfices, c'est qu'il va falloir réorienter nos investissements pour aller vers des énergies renouvelables, pour réorienter tous ces gens qui sont dans des usines, dans des activités d'avenir qui ne le sont plus aujourd'hui. Et pourtant, croyez-moi, ça m'emmerde aussi toutes les restrictions qu'on a à Paris. Et d'autant plus que j'ai une enfant en situation de handicap, donc quand on interdit la voiture dans Paris, quand on rend les choses difficiles, c'est vraiment compliqué pour nous, citoyens de... Mais effectivement, je pense que vous avez raison et que d'une certaine manière, vous avez raison, mais qu'il va falloir penser aux emplois d'avenir parce que de toute façon, on est voué à avoir moins de voitures. Pour l'instant, on sait pas. Quand l'opposition demande la nationalisation temporaire d'Arcelor, ils ont raison de le faire. On l'a déjà fait pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. Ça vous en souvenez parfaitement. Je ne crie pas. On l'a fait pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est bon, François. Et on les a relancés. Allez, c'est bon. Dans un instant, merci beaucoup. L'info en plus avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on dans un instant? Des internes en médecine. Il publie une vidéo étonnante. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très bien avec vous. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. On parlera de quoi, Philippe Bilger? On parlera du jeune Sarkozy. Avec vous, Françoise Debord. De l'extrême droite à 40% en Roumanie. Et Mona Jaffarian, bien entendu, de votre livre Mon combat. C'est dans un instant. En attendant, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et des internes en médecine se lancent dans la pastiche de séries télé pour dénoncer leurs conditions de travail. Oui, l'intersyndicale nationale des internes a publié ce matin un faux épisode de la série Grey's Anatomy. Les images sont bien celles de la série, qui mettent en scène des soignants, sauf que les dialogues ont été arrangés, on va dire adaptés en tout cas au contexte français des internes. Ces jeunes médecins qui exercent en parallèle de leurs dernières années de formation. Et ils ont intitulé leur vidéo l'épisode de trop. Extrait. Alors, on va pas les entendre, on les entendra peut-être plus tard. L'épisode de trop publié par l'ISNI, ça dure une dizaine de minutes. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Kylian Lelgouarge, président de l'intersyndicale nationale des internes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je reviens à vous dans un instant. On écoute donc cet extrait de l'épisode de trop de Grey's Anatomy. Je sais que vous avez entendu des rumeurs et elles sont vraies. Le gouvernement français annonce la suppression de 10% des lits en 2025. Notre hôpital sera impacté. Après des années de combat, je suis à bout de souffle. Je vous annonce donc que je quitte mes fonctions. Si vous voulez faire grève, je vous conseille de changer de métier. Votre travail consiste à prendre soin du bien-être des patients, pas du vôtre. Oui, c'est épuisant, injuste même, vu le nombre d'heures au compteur et le peu de reconnaissance et le zéro sur le compte en banque. Donc si vous cherchez un 35 heures, des RTT, des after-work en terrasse, allez directement pointer chez France Travail. Dérangez-moi encore une fois et je vous envoie faire des touchés recto jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, Kylian Lelgouarge, je vous avais mis donc avec l'ISNI cette vidéo ce matin en ligne. L'ISNI, l'Institut, l'Intersyndicale nationale des internes. Vous avez mis en ligne cette vidéo à la veille aussi de la proposition de loi Garot contre les déserts médicaux, une régulation qui, c'est vos craintes en tout cas, mettrait selon vous à mal la liberté d'installation des médecins. D'ailleurs, sur ce point, François Bayrou rétorque dans le JDD que les médecins sont payés par la Sécu, que leurs études ont été financées par la collectivité. C'est un argument, ça, qui vous agace? Oui, alors, beaucoup de questions. Effectivement, on a mis en ligne cette vidéo pour mettre, pour essayer de casser, efficace. Bravo. Le mythe, merci, pour casser un peu le mythe de la médecine tel qu'on le voit dans les séries télé et tel que nous on le ressent au quotidien. Alors effectivement, ça nous agace beaucoup les propos du Premier ministre, parce que un interne en médecine, en réalité, sur l'ensemble de son cursus, c'est plus de 150 000 € d'économie à l'État. Pour un interne qui travaille à l'hôpital, qui correspond à peu près à 40% du personnel médical, il réalise 70% des prescriptions hospitalières, et en ambulatoire, en cabinet de ville, c'est 200 000 consultations par jour. Donc on participe collectivement à l'effort de guerre, à l'accès aux soins dont on parle énormément actuellement, et en réalité on est plus que donnant pour l'État au quotidien. On fait 59 heures par semaine en moyenne, quand on ne parle pas de la santé mentale qui est largement en berne justement des internes en médecine, liées aux conditions de travail qui sont largement hors la loi. Il faut reconnaître en une seconde que effectivement ce sont les internes qui tiennent la médecine française, en réalité, en tout cas qui tiennent l'hôpital. Si vous n'êtes pas là, je pense que objectivement, l'hôpital s'effondre. On a tous, mais c'est certain. On a tous l'engagement de ces personnels. Bien sûr, on a tous l'exemple, même personnel, d'arriver, c'est les internes qui vous prennent en charge, etc. Après, qu'est-ce qu'il y a d'injuste? En réalité, j'entends à quel point ça peut être froissant pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'injuste dans cette loi qui consiste à dire vous pouvez rendre 2 jours par semaine dans des endroits où il y a des déserts médicaux, quand on voit que depuis des années, les maires s'acharnent à donner des avantages incroyables pour que les médecins viennent s'installer dans les petites villes de montagne notamment. Qu'est-ce qui vous paraît extravagant là-dedans, honnêtement, en votre fort intérieur? Est-ce que c'est pas légitime, en fait? Alors, on y est tout à fait favorable, justement, aux 2 jours, jusqu'à 2 jours par semaine. Là où on rejoint pas le gouvernement, c'est sur le caractère obligatoire, parce qu'on est sûr et certain qu'en cassant des leviers, des verrous qui existent aujourd'hui sur les consultations, justement, avancées des 2 jours dans les déserts médicaux, je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, les remplaçants dans les déserts médicaux ne peuvent que remplacer un médecin, alors qu'ils pourraient très bien venir en plus des médecins qui sont dans les déserts médicaux. Donc il y a plein de leviers qui aujourd'hui existent.
J'ai un cabinet de médecine générale, je suis en libéral, c'est quasiment impossible d'avoir une activité secondaire ailleurs. Donc il y a plein de verrous qu'on pourrait casser et sans rendre obligatoire une mesure, améliorer significativement l'accès aux soins. La permanence de soins, le fait d'être médecin et de recevoir des patients tard ou même dans la nuit, ça couvre 97% du territoire et pourtant, c'est pas obligatoire. Donc moi, je suis persuadé qu'on peut y arriver de la même manière avec des jours de consultation avancée. Merci beaucoup, Kylian Lergoach, d'avoir été avec nous, président de l'intersyndicale nationale des internes. En tout cas, notre micro vous est ouvert quand vous voulez, quand vous en avez besoin, bien entendu. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et on fait une petite pause, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, Philippe Bilger, que vous connaissez bien entendu, Françoise Degois et une invitée exceptionnelle qu'on vous connaissez bien ici, Mona Jafarian, Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme et aussi celle de la France aux éditions Stock. Tout de suite, le coup de pas du tout, le tour de table de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. Et Philippe Bilchard voulait parler de l'humour qu'on peut qualifier d'assez caustique de Paul de Saint-Cernin à l'endroit de Louis Sarkozy samedi soir dernier. Oui, il y a un épisode qui a particulièrement attiré l'attention. C'est lorsque Paul de Saint-Cernin a fait un... Qui est l'humoriste. Oui, absolument, qui est cousin de Dominique de Villepin. Il a fait un compliment sur Léa Salamé en lui disant qu'on avait volé les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. Elle a beaucoup apprécié. Et ensuite, il s'est contenté de dire à Louis Sarkozy, votre père est un voleur. Et il s'est arrêté là. Et j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Louis Sarkozy, qui n'a pas bronché, qui n'a pas souri. Léa Salamé lui dit, on a le droit de rire. Il dit, on n'est pas obligé de rire. C'est de mémoire, tout cela. Il a dit sourire, je crois, exactement. Et je trouve que ce qui m'intéressait, c'est le sang-froid de cet homme, et qui l'a pris avec impassibilité, tout en étant évidemment mécontent de cette allusion discutable à son père. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est après Laurent Wauquiez, qui tweet manifestement en disant quelle indignation, quelle consternation. De quoi je me mêle? J'entends bien que Laurent Wauquiez veut faire oublier qu'à une certaine époque, il avait critiqué Nicolas Sarkozy, mais qu'il laisse le fils s'occuper des saillies qui concernent le père. Il y a là-dedans une démagogie de Laurent Wauquiez et une classe de Louis Sarkozy. Et on peut pas parler un peu d'outrance de Paul de Saint-Cernin? Justement, j'allais... en fait, c'était mon interrogation. Est-ce que c'est inélégant? Est-ce qu'on peut l'attendre d'un humoriste? Est-ce qu'il peut le faire en parlant comme ça? Je ne sais pas. En ce qui me concerne, il aurait eu une telle réflexion sur un membre de ma famille. Je crois que j'aurais eu du mal à garder mon impassibilité. C'est pour ça que j'admire Louis Sarkozy d'avoir une qualité que je n'ai pas. Le principe, c'est d'être drôle. Est-ce que c'est drôle? Voilà, j'en sais rien. On va pas commencer à juger les humoristes. Il est souvent à la schlag, à la con, comme ça. Pardon, je parle mal. Paul de Saint-Cernin, il me fait pas du tout rire, moi, mais il l'est avec la droite, il l'est avec la gauche. Il sort des trucs parfois complètement, mais vraiment trash en réalité, mais des deux côtés en fait. C'est pas parce que c'est plus particulièrement la droite que la gauche. Ce qu'il a fait à Nicolas Bedos, c'est c'est très violent. Moi, ça me fait pas marrer. Ça me fait pas marrer. Enfin, ça me fait pas rire. Cavrivière me fait rire. Celui qui est celui également là que je vois qui est chez Léa Salamé, l'autre est beaucoup plus drôle. Voilà. Après Louis Sarkozy, moi j'ai juste une question. Pourquoi on voit ce jeune homme partout, à part qu'il est le fils de son père? Honnêtement, il n'a aucun intérêt. Je le regarde, mais écoutez, mais quel est l'intérêt? Quelle est sa situation politique? Quelle est vraiment cette espèce de hype sur Louis Sarkozy me fatigue, d'autant qu'elle redescendra aussi vite, sauf s'il est candidat à Menton, comme on le dit. Mona Jafarian.
Alors moi, je ne vais pas juger de l'humour. Par contre, je trouve ça assez injuste parce qu'en fait, Louis Sarkozy s'en prend dans la figure des deux côtés. Alors on lui reproche ce qu'a fait ou n'a pas fait son père, alors qu'il n'est pas responsable. On n'est jamais responsable de ce que font nos parents. Et en même temps, il s'en prend plein la tronche parce que du coup, parce qu'il est le fils de Sarkozy, eh ben, on a tendance à oublier que c'est quand même un jeune homme qui est brillant, alors qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais qui est très cultivé, qui est très brillant, et je pense qu'il a le droit d'avoir la parole. Donc moi, je jugerai pas de l'humour, mais ça serait bien qu'on s'en prenne pas aux parents des gens, et en tout cas qu'on ne tienne pas responsable les enfants de ce que font leurs parents. Allez, on va aller. Il faut reconnaître que Louis Sarkozy défend à fond et d'une manière son père, et ça peut être beau, mais il prend des risques. Allez, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il nous faut un peu de temps pour Mona. Je vais très vite, juste pour signaler le score incroyable de l'extrême droite au premier tour en Roumanie de Georges Simion qui tape quasiment les 40%, même je crois 40,1% dans ce pays de 19 millions d'habitants. Vous savez que le candidat précédent avait été empêché, donc c'est lui qui l'a remplacé. Il affrontera le maire de Budapest, plutôt progressiste, de Bucarest, pardon, plutôt Budapest en Hongrie, plutôt, merci Philippe, plutôt progressiste, qui a fait 20%. On verra ce que ça donne, mais la réalité, c'est que voilà, il y a une marche en avant quand même de l'extrême droite pro-Trump et pro-Mélanie, très proche de Mélanie. Alors, ce livre est sorti le 16 avril dernier. Mona Jafarian, je le répète, mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme, mais aussi celle de la France aux éditions de Stock. On se demande si que, alors c'est forcément un plaidoyer pour la liberté, mais aussi pour la vigilance, peut-être. Oui, quand j'ai commencé à écrire ce livre, à la base, je voulais vraiment le concentrer sur ce qui se passait en Iran pour essayer de faire comprendre aux gens exactement la situation du peuple iranien, mais de manière plus générale, la situation géopolitique. Et en fait, je me suis dit que je passais à côté de ce que j'étais, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je suis iranienne, mais je suis aussi française de mon pays d'adoption. Et ce que je voyais sous mes yeux depuis maintenant quasiment 3 ans m'alertait grandement sur la montée de l'intégrisme, sur la montée du communautarisme, sur le recul de nos valeurs, de notre République et de notre laïcité. Donc j'ai eu envie d'en faire un coup de gueule. Une sorte de j'accuse pour éveiller, pour essayer d'éveiller cette majorité silencieuse qui a tendance à ne pas voir venir le danger qui est à nos portes. Est-ce que la situation a évolué depuis les émeutes consécutives à la mort de Mahsa Amini ? En Iran ? Oui. Alors oui, les choses évoluent très vite, d'autant plus qu'on a un contexte géopolitique assez particulier. Et je pense que tout le monde le voit. Il y a eu la guerre à Gaza, il y a eu ensuite la mort de Nasrallah qui a fait que le Hezbollah aujourd'hui est paralysé. Aujourd'hui, on voit le conflit avec les Houthis. Donc si vous voulez, d'un point de vue géopolitique, la République islamique est plus faible que jamais. Elle n'a jamais été aussi isolée et c'est pour ça que nous, on est quand même très frileux par rapport à ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, qui était quand même celui qui avait mis les mots à genoux lors de son précédent mandat et qui se retrouve aujourd'hui à leur tendre la main, sachant que sans son aide, Khamenei tombe. Et ça, on est vraiment catégorique là-dessus. Si les États-Unis ne signent pas d'accord avec eux, d'ici quelques mois, la République islamique va tomber. Donc tout notre travail aujourd'hui, c'est d'alerter en leur disant qu'on ne change pas l'ADN même d'un régime terroriste et islamiste. Mais vous pointez, pardon Philippe, vous pointez un aveuglement occidental. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu les bras ballants et il ne se passe rien, c'est ça ? Non seulement il se passe rien, mais les ennemis de la République, eux, avancent. Et c'est vrai que moi, pour être une militante féministe, antiraciste depuis des années et des années, quand il y a eu la mort de Mahsa Amini, très naïvement, j'ai pensé que tous ces mouvements militants allaient se réveiller et qu'on allait tous avancer d'une seule et même voie. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ceux que j'étais en train de combattre en Iran étaient en train de gagner la guerre idéologique en France, puisque je me suis retrouvée avec des féministes qui nous ont fascisés, je me suis retrouvée avec des milieux antiracistes qui nous traitaient pareil, d'islamophobes d'extrême droite, alors que nous, on alertait quand même sur les dangers d'une idéologie d'extrême droite fasciste, qui est l'islamisme. Et c'est là où, en fait, signaux après signaux, j'ai commencé à enquêter sur ce qui était en train de se passer au niveau des frères musulmans, au niveau des tentacules de la République islamique, ici même sur notre sol, et où j'ai réalisé l'ampleur de ce qui était sous nos yeux et que les gens ne voyaient pas forcément. Ou ne veulent pas voir. Oui. Mona, j'évoquais tout à l'heure une amie iranienne qui m'a confirmé que, en effet, au niveau de la société, il y avait un assouplissement, on n'ose plus poursuivre de la manière dont on le faisait auparavant. Mais comment voyez-vous le futur avec un guide suprême qui domine toujours, un président qui n'est pas aussi libéral qu'on le dit, et une société qui s'émancipe ? Non, les Iraniens aujourd'hui sont
sont très au courant de la situation. Ils savent qu'il n'y a aucune réforme possible. Il n'y a aucun changement possible de ce régime-là. Tant que le guide suprême sera là, il ne se passera rien. Mais c'est pas que le guide suprême, puisqu'on a le corps des gardiens de la révolution islamique qui tient 60% des richesses du pays et qui est la colonne vertébrale idéologique, terroriste et même du djihad idéologique au-delà des frontières. Donc la seule solution pour les Iraniens, et ce pourquoi ils se battent aujourd'hui, c'est pour une chute totale et définitive de tout ce régime. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Moi, mon sentiment, c'est que quand même, c'est assez vermoulu et qu'il ne faudrait pas effectivement que les États-Unis réveillent quelque chose qui est en train de s'effondrer. En réalité, on a beaucoup parlé des femmes iraniennes, de la révolte des femmes iraniennes à cette antenne, et on était un peu découragés, même si les gens nous disaient, vous savez, ça bouge, vous ne le voyez pas. Et en réalité, ce que vous dites, vous, c'est que tout a tellement bougé qu'il reste combien de gardiens de la Révolution, à peu près. Et c'est eux, effectivement, qui ont mis en coupe réglé le pays, un peu comme l'Algérie, d'ailleurs. Je tiens quand même à dire que nous sommes sur ce genre de modèle, également. Empire, l'Iran. Oui, bien pire. Mais, alors, on estime qu'ils sont 600 000 et qu'aujourd'hui, ils ont une base de sympathisants qui tourne aux alentours de 10% de la population. Donc, ce qui est absolument rien. Les sanctions économiques qui sont en train d'être remises en place par Donald Trump, qui avait été complètement oublié par Biden, qui militait, lui, pour un apaisement avec le régime, c'est qu'aujourd'hui, la République islamique ne peut quasiment plus vendre illégalement son pétrole. Donc, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, Khomeini n'aura même plus de liquidité pour pouvoir financer la répression. Et à l'intérieur du pays, la colère gronde. Tous les jours, on a des protestations. Alors c'est vrai que c'est pas médiatique en France parce que c'est un sujet qui intéresse un peu moins, mais les protestations sont là, la résistance est toujours là et le moment voulu. Là, vous voyez, sur une semaine, on a eu plusieurs incendies. On ne connaît pas encore les raisons de l'incendie, des incendies, mais on en a eu à Machhad, à Rome, à Téhéran. Donc à chaque fois, c'est des usines qui sont liées aux gardiens de la Révolution. Donc on estime que peut-être il y aurait une résistance intérieure qui aujourd'hui est en train de frapper les intérêts du régime à l'intérieur même du pays. Mais Mona, quand un régime tombe, moi je pense bien sûr que ce régime des mollahs ne peut pas être rafistolé, c'est ce que je veux dire. Soit il tombe, soit il perdure en réalité. Quelle est la solution derrière qui est démocratique? Où sont les Iraniens, comment dirais-je, la résistance iranienne et la résistance politique et l'opposition politique? Ce serait qui et pourquoi? Le fils du chat, non? Oui, exactement. Oui, c'est très important d'ailleurs d'en parler parce que quand on dit le fils du chat, dans l'inconscient collectif, c'est de se dire oh là là, mon Dieu, ils veulent imposer une monarchie absolue. Non, il n'est pas du tout là-dedans. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très démocrate, qui a toujours vécu aux États-Unis, qui aujourd'hui a un soutien populaire très important, puisque même quelqu'un qui est dans le régime, qui tenait les médias de Khomeini même, estimait qu'il y avait entre 60 et 75% des Iraniens qui soutenaient Reza Pahlavi. Donc quand on compare par exemple à une présidentielle en France où on est autour de 20-25%, et donc le programme c'est de dire je tiens un gouvernement transitoire pour amener les gens à une nouvelle constitution, au respect des droits humains et à l'organisation d'élections libres, où ensuite on pourra choisir la forme de démocratie et le dirigeant que souhaitent les Iraniens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la figure majeure, avec un programme qu'il a sorti d'ailleurs il y a une semaine qui s'appelle Prospérité pour l'Iran, où il a quand même le soutien de la Silicon Valley, de grands entrepreneurs irano-américains. Donc c'est vrai que les choses sont là. Est-ce que ça paraît trop simple pour être vrai? Excusez-moi Mona. Mona, il nous reste 40 secondes. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui censuré ou menacé? Les deux. Je suis censurée puisqu'il y a très peu de médias qui me donnent la parole. Donc merci à vous, parce que je ne sais pas pourquoi notre vérité en tant qu'Iranienne dérange aujourd'hui en France, et menacée toujours, donc toujours sous protection policière. Toujours. En tout cas, vous serez toujours bien protégés chez nous, bien entendu. Mona, vous restez avec nous. On va revenir sur un autre sujet important d'actualité, puisque en Gironde, un élu frappé, vous l'avez entendu, après avoir tenté d'intervenir contre un rodéo urbain, il finit, bien entendu, aux urgences. Alors parlons vrai. Faut-il, comme dans certains pays, autoriser les forces de l'ordre à aller au contact? Et à cette question, faut-il donner plus de pouvoir à la police contre les auteurs de rodéo urbains? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Éric Henry est avec nous, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de partir en pub, est-ce qu'on peut interpeller aujourd'hui sans risquer l'émeute? Difficile. Ouais, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Autour de cette belle table du jour, du lundi, comme on les aime, avec Philippe Bilger, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold, Françoise Degois, éditorialiste, et Mona Jaffarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi, et ce livre Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme, et aussi celle de la France aux éditions Stock, sortie le 16 avril. Et je vous conseille ardemment de l'acheter et de lire. Vous avez 4 jours là pour le week-end. Je me dis, hein, ça se dévore, vous allez voir. Bien entendu, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh oui, je crois qu'il y a un petit souci. C'est pas grave. Non, on y va. Et Quentin, il cherche un truc ou pas? Ou on y va, Quentin? Ah, ça y est, on l'a trouvé. Ce rodéo urbain qui a mal tourné hier soir. Alors les filles, on porte toujours la moustache. Vous l'évoquiez, une enquête ouverte après l'agression d'un élu ce week-end alors qu'il tentait d'interrompre un rodéo urbain. Les forces de l'ordre redoutent surtout que les quartiers s'embrasent. Comme à Villiers-le-Bel, le 25 novembre 2007, 2 adolescents meurent percutés par un véhicule de police. S'ensuivent 15 jours d'émeute. Un conseiller municipal de Goriaguet en Gironde a été donc roué de coups samedi pour avoir demandé à ses agresseurs de stopper leur rodéo urbain. Il a failli être renversé un peu plus tôt. Cet élu a fini donc aux urgences avec 10 jours d'ITT. Alors parlons vrai, faut-il des sanctions beaucoup plus lourdes pour les auteurs de rodéo urbain? Et à cette question, faut-il donner plus de pouvoir à la police contre les auteurs de rodéo urbain? Vous dites oui à 96%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Éric Henry est avec nous, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Il est extrêmement difficile d'être original dans des propos, puisque très légitimement Sud Radio a déjà il y a quelques semaines questionné sur le problème des rodéos, et qu'en réalité, que peut-on dire d'autre que souhaiter qu'on mette en œuvre le plus d'efficacité possible contre les agressions contre les maires et les conseillers municipaux, contre les policiers et contre ceux qui courageusement s'opposent au rodéo urbain. Et bien sûr, cela implique que la justice, lorsqu'on interpelle, soit à la hauteur de l'infraction qui est commise. Je crains que par ailleurs, les policiers dans leur ensemble ne soient pas forcément favorables à ce que vous appeliez tout à l'heure, Philippe, aller au contact, comme c'est ce qu'ils font en Angleterre, par exemple. En Angleterre. Et je serais curieux de savoir si le point de vue a changé. Mais en ce qui me concerne, je suis évidemment favorable à tout ce qui sera marqué du sceau de l'efficacité, de la protection de tous les gens qui participent, de élus, maires, de notre vie publique. En tout cas, j'en profite pour annoncer que Anthony Roland a été quand même très courageux quand même, parce que d'aller au contact... Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre question que vous avez posée à notre invité. Cécile, c'est votre question, c'est est-ce qu'on peut rentrer en contact sans provoquer une émeute? Moi, j'ai encore les images du film Bac Nord, effectivement, qui m'avait vraiment frappé. Et je me dis, voilà un piège absolument terrible pour les policiers, également pour les élus. Et je ne sais pas trop comment on en sort, à part dire les banalités et que je ne vais pas répéter moi-même. Mona Jaffarian. Moi, je suis assez choquée de manière générale de ce qui se passe, et je pense que les images qu'on a vues, même à Drancy, où en fait les délinquants aujourd'hui n'hésitent même plus à attaquer la police pour aller récupérer l'engin qui vient d'être saisi. Et récupérer l'arme d'un policier. C'est ça. Et donc je pense qu'on a dépassé toutes les limites, et effectivement je serais curieuse de savoir quelles solutions apporter aux policiers pour les aider à lutter efficacement. Alors les syndicats de police réfléchissent forcément à des solutions. Avec nous pour en parler, Éric Henry, les solutions c'est quoi finalement? Parce qu'on parlait d'aller au contact, est-ce que ça peut fonctionner, ou est-ce que on passe à autre chose? Ah bon, c'est le même fléau chaque année, au moment de l'arrivée des beaux jours, de la saison printanière. Je dirais les beaux jours reviennent, les rodéos bourgeonnent avec leur lot de problèmes. Vous venez d'en citer quelques petits chiffres avant de répondre concrètement à votre question, si vous le permettez. Les rodéos, c'est un phénomène qui est vraiment apparu à partir de 2010 environ, avec 10 000 justement rodéos par an. On est à 25 000, soit un toutes les 20 minutes en France, à peu près comme les refus d'obtempérer, avec des peines encourues de 1 an à 5 ans d'emprisonnement en fonction des circonstances aggravantes, et de 15 000 à 75 000 euros d'amende. On a un taux de réponse pénale de 14% avec un quantum de 6 mois. Donc il y a quand même aussi une amélioration à voir
en ce qui concerne la réponse pénale. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est évidemment la confiscation obligatoire et la destruction de l'engin ayant servi à la commission des faits, quand c'est possible, quand il ne s'agit pas d'un bien volé, évidemment, l'annulation du permis. Et vous évoquez le toucher tactique, comme ça se fait en Angleterre, mais là c'était pour lutter au départ contre les vols à l'arraché. Nous, Alliance Police Nationale, on est favorable depuis très longtemps, mais on s'est trouvé isolé sur ce terrain-là. Beaucoup de responsables, politiques, institutionnels, même d'autres syndicats policiers, n'ayons pas peur de le dire, n'étaient pas favorables à cela. Mais nous, quand on préconise cela, c'est évidemment dans le cadre d'une sécurisation réglementaire et juridique des collègues, avec une formation habilitante, un cadre juridique bien normé, avec évidemment quel type de véhicule pourrions-nous toucher le cas échéant. Voilà, ça n'est pas faire tout et n'importe quoi, évidemment. Encadré, vous voulez dire encadré. Voilà, ça veut dire quoi exactement? Je peux avoir vraiment l'explication, je suis béotienne dans la matière. Dire aller au contact, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Dans les faits, non, mais. Éric Henry. Bien sûr, alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est concrètement quand il y a un refus d'obtempérer ou un rodéo, en fonction évidemment du véhicule. Lorsqu'il s'agit d'un 2 roues, c'est plus compliqué parce que l'auteur est vulnérable. Donc là, on va éviter évidemment, mais un véhicule à 4 roues pourrait être, nous, l'objectif c'est d'aller au contact pour essayer de le mettre en porte-à-faux, je dirais, de l'arrêter via un contact qui serait déterminé dans le cadre justement d'une formation habilitante pour arrêter l'individu et pouvoir le neutraliser, l'interpeller, comme ça se passe en Angleterre par exemple. Mais évidemment, ça demande, je le répète, à bien normer tout ça dans un cadre juridique, une formation. Enfin, j'insiste là-dessus parce que ça n'est évidemment pas faire tout et n'importe quoi. Alors, mais encore une fois, alors moi je vais aller loin, pardon Philippe, Éric Henry, pourquoi pas le contact de la moto? Il y a peut-être qu'à un moment donné, si vous êtes habilité à pouvoir le faire, peut-être que ça freinerait certaines personnes de se dire de toute façon je vais me dérober, j'ai pas de casque, et il peut rien m'arriver puisque de toute façon ils n'ont pas le droit de me toucher. Est-ce que si on habilitait les policiers à le faire dans une mesure, bien entendu c'est toujours très compliqué, est-ce que ça n'inciterait pas certains à reculer à un moment donné? Vous dites poursuivre à moto, par exemple. C'est-à-dire que les policiers poursuivent au contact. Le bloquer. Au contact, le bloquer, tout simplement. Mais au contact. Voilà. Même à moto, de dire, quand ils ont terrorisé tout le monde. Pardon, Philippe, on finit. Non, mais allez-y. Éric, il n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu à ça. C'est vachement intéressant. Bien sûr. Éric Henry. Oui, oui, tout à fait, mais nous y sommes favorables. Il faut amener les gens aussi à réfléchir de cette manière, à changer les mentalités. Mais vous avez vu qu'Alliance Police Nationale, qui proposait ça il y a quelques temps, notre organisation, on avait mis de côté un petit peu cette proposition devant le tollé que ça avait fait. Mais maintenant, on voit des responsables, je répète, politiques, institutionnels, commencer à revenir sur cette idée, parce qu'effectivement, vous avez raison, Madame de Minibus, il faut à un moment donné prendre le taureau par les cornes et prendre de réelles décisions. Parce que quand vous avez 25 000 rodéos avec son lot de drames derrière, vis-à-vis, je pense, vous avez rappelé quelques exemples, des citoyens lambda qui peuvent être blessés, voire tués. Des gamins. C'est fou furieux. 95% d'hommes quand même, toujours moins de 30 ans et essentiellement en zone urbaine. Donc, et on l'a même vu dans des centres commerciaux aussi. Même dans des centres commerciaux, certains font ça, oui. Bien sûr. Allez, Philippe. Moi, j'ai Éric Henry, au regard du climat qui dure depuis plusieurs années, et notamment, je fais une comparaison avec les refus d'obtempérer qui sont suivis parfois de tentatives d'homicide ou même d'homicide. J'imagine à quel point, si on permettait à la police d'aller au contact, et pourtant, ce serait peut-être une bonne méthode, les risques de polémique constante que vous auriez, et parce que je considère que la police aujourd'hui, et c'est un scandale de mon point de vue, est présumée coupable dans la plupart des situations. Et donc je crains que ça aboutisse encore davantage à des mises en cause scandaleuses de la police. C'est une question que je pose. Éric Henry. Vous avez raison, monsieur Bilger, c'est exactement ça. C'est le risque déjà, c'est le risque d'émeute. Effectivement, c'est déjà le risque numéro 1, et je pense que c'est à ça dont ont peur les responsables politiques. Et évidemment, après, c'est aussi le risque pénal occasionné au préjudice de mes collègues. Malheureusement, si l'auteur venait à être blessé gravement ou à décéder, c'est effectivement
le nœud du problème. Mais ça me paraît, de toute façon, ça me paraît tout à fait évident d'ailleurs. Hein. Il est tout à fait normal d'encadrer ça. Si quelqu'un est vulnérable sans casque, même s'il met le souk, si vous voulez, bien sûr que il est normal qu'il y ait une responsabilité de maîtrise de la part du policier, même qui va au contact. Moi, j'ai vraiment une question sur l'anticipation, parce que ça me paraît être absolument indénouable cette histoire, notamment encore une fois, plus que ce que disait le plus intéressant, ce que disait Cécile sur les risques d'émeutes quand on intervient. Moi, c'est ça qui me frappe en fait le plus, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à 2 contre 150. Comment est-ce que vous faites en gardant la maîtrise, sans sortir votre arme? Ce que font tous les policiers d'ailleurs, ils gardent la maîtrise la plupart du temps. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper ces rodéos? Est-ce qu'on n'a pas la capacité en termes de services de renseignement? Je sais bien que les RG existent plus officiellement. Est-ce qu'il n'y a pas ce travail-là d'anticipation qui au fond serait le plus intéressant à mener? Je vais répondre en 2 temps, si vous permettez. Et là, je vais prendre l'exemple de l'affaire Naël et les émeutes qui s'en sont suivies. Il y a eu un rapport de l'inspection générale de l'administration qui a établi que parmi tous les mises en cause entendues, seuls 8%, je dis bien seuls 8% connaissaient le prénom de Naël et pourquoi il commettait ces émeutes. Alors, seulement 8% connaissaient le prénom de Naël et en fait venaient pour piller, casser, détruire et non pas pour endommager. Non mais je ne veux pas repartir sur Naël, on va pas s'engueuler sur Naël, j'ai pas envie de ça. Oui, non, laissez-le finir. C'est quand même important de savoir que les émeutes, n'importe quel prétexte permet des émeutes, parce que, et l'exemple de Naël, même si évidemment on souhaite la mort de personne, surtout voilà, pas des on personnes, va pas repartir sur Naël parce qu'on va pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même 8% seulement des émeutiers qui en fait connaissaient le prénom de Naël, donc ça veut quand même dire quelque chose. Je veux vraiment de l'anticipation, s'il vous plaît. Voilà. Oui, pour anticiper, il y a plusieurs. Évidemment, nous disposons de plusieurs moyens, mais qui sont insuffisants dans les services. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en nombre conséquent, comme les stop sticks, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça aussi, qui sont encadrés, comme aussi la vidéoprotection, mais qui intervient a posteriori dans le cadre d'une enquête judiciaire. Par contre, en ce qui concerne les renseignements territoriaux qui sont déjà submergés par différents thèmes, notamment le terrorisme, évidemment que ceux-ci donnent des renseignements, y compris aux politiques, y compris aux responsables de l'administration. Mes collègues connaissent très bien le terrain et les personnes qui commettent ce genre de délits, voire de crimes lorsqu'il s'ensuit malheureusement un décès. Mais vous doutez bien qu'on ne peut pas anticiper tout, puisque nous ne disposons pas déjà suffisamment de moyens et puisque nous sommes aussi appelés sur différentes missions en simultané. Et forcément, on ne peut pas se dédoubler, ni se détripler, ni se déquadrupler. Monia Chevarion, très court, s'il vous plaît. Moi, j'ai juste une question, c'est que je parle avec beaucoup de vos collègues et ce qui revient quand même assez souvent, c'est le même jeune, on l'arrête 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Et nous, en fait, on fait notre part du boulot, mais derrière, ils sont systématiquement relâchés, les peines ne sont pas appliquées, on manque de place, donc du coup, on ne peut pas les enfermer. Donc, est-ce que vous n'avez pas un coup de gueule à passer là-dessus? Et surtout, est-ce qu'on ne devrait pas vous mettre les moyens à disposition pour que quand vous arrêtiez quelqu'un, ça ne recommence pas le lendemain parce que vous avez dû le relâcher? Écoutez, j'ai déjà répondu un petit peu à cette question en préambule de mon intervention. Le taux de réponse pénale, il est de 14% avec un quantum de peine de 6 mois en ce qui concerne les rodéos. Quand on sait que les peines encourent vont de 1 an à 5 ans d'emprisonnement en fonction des circonstances aggravantes, alors oui, c'est sûr que mes collègues en ont marre, mais de voir les mêmes ressortis librement peu de temps après l'interpellation, parce que ça démotive, mais enfin, on fait ce qu'on peut et on continue quand même notre action parce que c'est le sens de notre engagement, mais également, si l'objet, le bien ayant servi à la commission de l'infraction était systématiquement confisqué et détruit, ça aussi permettrait à certains de réfléchir et de